La Grande Bibliothèque, présentée par Narek. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de la Grande Bibliothèque. L'art de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combat, écrivait Sun Tzu au IVe siècle avant Jésus-Christ dans son ouvrage de stratégie militaire, L'art de la guerre. De fait, la réflexion sur le thème de la guerre n'est guère une nouveauté dans le champ des relations entre États. De Thucydide à Paul Valéry, en passant par Clausewitz et Napoléon Ier, la guerre, dans le cadre de la prépondérance puis du déclin de l'Occident, a pris plusieurs formes de stratégies et de techniques changeantes au regard des siècles, comme l'attestent la guerre irrégulière et le terrorisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la guerre se manifeste de différentes manières. L'Est de l'Europe connaît un regain de tensions entre Russes et Ukrainiens. La guerre contre le terrorisme s'achève en Afghanistan et au Mali. Israël entreprend des guerres numériques contre un État palestinien désormais morcelé. Et le ressentiment historique semble gagner de nombreux États. C'est pourquoi, pour mieux comprendre cette situation géopolitique complexe au niveau international, nous recevons Gérard Chaliand. Gérard Chaliand, bonjour. Bonjour. Vous êtes géostratège, géopolitologue, spécialiste de la guerre asymétrique et du terrorisme. Vous avez beaucoup écrit à ce sujet grâce à votre expérience du terrain. Vous avez notamment enseigné à l'ENA, à l'école de guerre ou à l'université de Harvard. Et vous avez récemment publié un ouvrage, Des guérillas au reflux de l'Occident. Selon vous, depuis la guerre du Vietnam, les guerres asymétriques seraient à l'origine d'un recul de l'Occident. Alors pour commencer, il y a la crise ukrainienne. À l'est de l'Europe, les tensions ne cessent de monter avec l'opération russe en Ukraine. Malgré l'enchaînement des rencontres diplomatiques, les positions semblent toujours éloignées. Alors pour commencer, quelles sont les origines de ce conflit ? Quelles sont les réactions des Occidentaux ? Comment expliquer les sanctions européennes face à la reconnaissance du Donbass et la position de la Russie de Vladimir Poutine? Une guerre d'ampleur pourrait-elle à terme éclater ? Alors les origines du conflit, si on veut remonter aux origines effectives, on peut dire que d'une certaine façon, tout commence avec Zbigniew Brzezinski, qui au lendemain de la fin de la guerre froide, en 1997, publie un livre où il dit si nous voulons continuer, nous, Américains, à exercer l'hégémonie, il nous faut trois choses. Faire en sorte que les Européens ne s'unissent pas, ce qui est peu probable, nous méfier de la montée de la Chine, ce qui à l'époque ne paraissait pas évident, et troisièmement, affaiblir la Russie en repoussant l'ex-URSS aux frontières de la Russie, Ukraine comprise. L'Ukraine étant décisive dans la mesure où, avec l'Ukraine, la Russie reste un État très important et sans l'Ukraine devient un État régional. Donc, en 2004, il y a une tentative américaine à travers le type révolution de velours de s'imposer, qui a été contrée par Poutine et ses alliés ukrainiens, il en avait. Et par contre, 10 ans plus tard, il y a eu des coups de feu dont on n'a jamais expliqué d'où ils venaient, qui les a tirés, et c'est qui ont provoqué véritablement un retournement de la situation. Et l'Ukraine est sortie, en quelque sorte, de l'ère d'influence russe. Et c'est pour M. Poutine une perte considérable, puisque c'est 45 millions de Slaves, pour l'essentiel russophones, qui s'en vont, et c'est un affaiblissement considérable de sa situation internationale. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ce que n'importe quel chef d'État de n'importe quelle idéologie digne de ce nom eût fait. Il perd l'Ukraine, très bien, mais il reprend la Crimée, ce qui lui a été reproché comme si c'était vraiment l'ignominie absolue, l'illégalité totale, alors que la Crimée n'était ukrainienne que depuis 1954, que celle-ci avait été donnée à l'Ukraine par Nikita Khrouchtchev, lui-même ukrainien, à cette date, 1954, à une époque où l'URSS semblait devoir perdurer longtemps. L'Ukraine, je reviendrai sur l'Ukraine tout à l'heure, mais en ce qui concerne la Crimée, était
peuplée, et elle l'est toujours, d'une majorité de Russes. Le passage s'est fait très facilement. Et aujourd'hui, si on demande aux Criméens, est-ce que vous voulez le retour sous l'égide de l'Ukraine ou bien est-ce que vous préférez être avec le côté russe, ils vont répondre, c'est pour le côté russe. Donc, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. Et il faut ajouter que, d'une façon générale, à l'intérieur de l'Ukraine, il y a eu tout un courant pour essayer comment dirais-je, d'être le plus anti-russe possible. C'est-à-dire que la position que défend d'une façon générale les Occidentaux n'est pas dénuée d'arrière-pensée. Il s'agit d'affaiblir un État qui n'est pas pro-occidental, qui n'est pas non plus d'ailleurs anti. Bon, un État qui joue sa carte dans la restructuration qui est en train de s'opérer. Et M. Poutine, par exemple, avec les accords de Minsk, en principe, sur le papier, il devrait avoir dans la partie russophone, qui dépend d'ailleurs de l'église de Moscou, cette partie russophone, parce que l'Ukraine, c'est un État formé de 3 parties bien distinctes à travers l'histoire. La partie occidentale, appelée Uniate, est en fait rattachée à Rome. En d'autres termes, les Uniates, ce sont des catholiques. Ce sont eux qui sont évidemment pour le rattachement le plus fort avec les pays occidentaux. Ils sont nés de l'occupation lituano-polonaise. Il y a l'Ukraine centrale, où effectivement l'Église est orthodoxe. Et puis il y a le Luhansk et le Donetsk, qui sont des provinces qui sont totalement russophones, qui sont rattachées à Moscou, comme je l'ai dit précédemment. En d'autres termes, la situation est moins homogène qu'elle n'y paraît, et les accords de Minsk avaient prévu que ces partis russophones disposeraient d'autonomie, ce qui n'est pas du tout le cas. Le gouvernement veut quelque chose de totalement unitaire, pas du tout quelque chose de fédératif comme le Canada, où le Canada se comporte comme un voisin, comment dirais-je, pacifique des États-Unis, et où cependant, à l'intérieur du Canada, les Québécois jouissent d'une autonomie particulière. Bon, c'est ce qu'aurait souhaité M. Poutine. Il est contré de ce côté-là, mais c'est dans ce sens qu'il agit aujourd'hui. Donc tous les torts ne sont pas du côté de M. Poutine, contrairement à ce que l'on raconte dans la propagande occidentale. C'est normal, c'est comme ça, la propagande est faite pour manipuler. Et pour celui qui cherche à voir clair, c'est-à-dire à établir l'intérêt des uns et des autres, il n'est pas du tout, comment dirais-je, inconcevable que les partis totalement russophones puissent disposer d'une autonomie. Bon, c'est pas le cas, donc on rentre dans une situation de tension et on va voir ce qui va se passer. Ceci dit, moi je ne crois pas du tout à l'extension du conflit. Bon, peut-être que je me trompe. Je ne crois pas du tout que les Américains vont y participer. Ça, non, absolument pas. Je trouve que M. Zelensky, quand il déclare qu'il faut faire un front anti-Poutine, une véritable assemblée de tous ceux qui sont contre, bon, c'est chercher lui aussi le conflit. Donc, les choses ne sont pas simples. Il ne faut pas, comment dirais-je, prendre position de façon abrupte en disant, voilà, c'est la faute à machin, et tous les torts sont de son côté. En parallèle, comment expliquer la volonté de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN quand sa culture demeure historiquement russe, comme l'affirme Vladimir Poutine sur le site officiel du Kremlin, Russie, Ukraine, un même peuple, pour reprendre le journal Le Monde, et si c'était là l'insupportable pour Vladimir Poutine, un voisin ukrainien de culture russe qui choisit la liberté politique. C'est absolument inadmissible pour les Russes d'avoir une Ukraine membre de l'OTAN. Je signale d'ailleurs que lorsque l'URSS s'est effondrée, il avait été dit que on ne chercherait pas à amener les démocraties populaires
dans le camp occidental de façon agressive. C'est-à-dire qu'il pouvait être membre de l'Europe, d'accord, mais pas du tout question qu'il fasse partie de l'OTAN. Or, à partir de 96, entre 96 et 2004, bon, les États-Unis, de façon constante, ont repoussé l'ex-URSS aux frontières de la Russie. Et le dernier acte, en 2 temps, 2004-2014, ça a été l'Ukraine. Et il est pas normal pour les Russes, mais absolument pas normal. C'est un peu comme si on nous annonçait que dans les pays qui sont hostiles aux États-Unis, le Canada en fait partie. Non, pour les États-Unis, c'est impensable que le Canada puisse faire partie d'une quelconque alliance anti-américaine. Eh ben, pour les Russes, c'est le même sentiment. C'est comme ça. Et c'est une zone, ligne rouge, que d'emblée, la Russie avait marquée en disant il n'est pas question que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Bon, ben, s'ils veulent aller et pousser dans ce sens-là, c'est eux qui cherchent la confrontation et pas l'inverse. Il faut quand même pas oublier ces choses-là. Il faut juger les choses calmement, sans céder à une propagande quelconque et en voyant l'intérêt des uns, l'intérêt des autres. Pourtant, bien avant, en 1802, face à l'unilatérale annexion de la Suisse par le consulat de Bonaparte, Alexandre Vorontsov, chancelier du tsar Alexandre Ier, affirmait que tout État libre a le droit de choisir la forme de gouvernement la mieux adaptée à sa situation, à son origine et aux traditions de son peuple. Alors, dans cette crise, quel modèle de gouvernement légitime pour l'Ukraine, russe ou occidental finalement ? De toute façon, est-ce que l'Ukraine est menacée par comment dirais-je, de disparaître à cause de la Russie ? Est-ce que le programme de M. Poutine, c'est d'en finir avec l'Ukraine ? Non, l'Ukraine, elle est en quelque sorte défendue par le camp occidental. Il y a aussi pour lui une limite qu'il ne peut pas franchir, c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour lui d'occuper l'ensemble de l'Ukraine militairement et d'exercer une quelconque autorité sur une population qui, dans son ensemble, ne veut pas de l'autorité russe. Bon. À l'inverse, il ne veut pas avoir contre lui un État qui ferait partie de la coalition de ceux qui sont opposés à la Russie et qui peuvent effectivement, par le jeu du traité, devenir pour lui militairement un danger si les États-Unis décidaient d'en user. Donc c'est une position, comment dirais-je, non négociable de part et d'autre. Il est exclu que les troupes russes réoccupent contre l'avis de la population l'ensemble de l'Ukraine et il est exclu pour Vladimir Poutine de consentir à ce que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Voilà, ça c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Radio Arménie, 102.6 à Lyon, 106.1 à Vienne. Et pour reprendre la thèse américaine, Herman Melville notait, d'ailleurs vous le rappeliez dans votre livre Un nouvel ordre du monde, « Et nous, Américains, sommes le peuple élu particulier, l'Israël de notre temps. Nous portons en nous l'arche des libertés du monde. » Peut-on faire un lien avec la montée des oppositions dites démocratiques de Navalny en Russie, de Pachinian en Arménie, des révolutionnaires kazakhs contre Nursultan Nazarbayev qui parlent de terroristes occidentaux? Serait-ce un encerclement américain ou une perte de contrôle russe dans l'étranger proche? Il y a toute une part propagandaire dans cette façon de voir. Je sais bien que le pouvoir autoritaire de Poutine est loin d'être quelque chose de démocratique. Ceci dit, nous sommes également d'une remarquable hypocrisie, c'est-à-dire que nous commettons ailleurs des actes qui sont loin d'être de type démocratique, tout en prétendant que nous sommes les donneurs de leçons, les moralistes, la main sur le cœur, etc. Donc en politique, il faut quand même se souvenir qu'on est dans un univers des rapports de force, que ces rapports de force sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que le plus fort tend à imposer sa volonté et le vaincu tend à le subir, comme le disait déjà il y a 25 siècles Thucydide.
Rien n'a changé de ce côté-là. Nous n'avons pas créé quelque chose de totalement neuf en matière de relations internationales. Et il n'y a aucun juge général pour déterminer qui a raison et qui a tort. Nous sommes une collection d'États en train d'essayer de trouver la place que nous pouvons, et les plus forts essayent d'exercer leur hégémonie. Bon, aujourd'hui, les Américains sont en train de perdre quelque peu de la leur, c'est-à-dire qu'ils n'exercent plus l'espèce d'hégémonie absolue qu'ils semblaient avoir dans les années 90 après la chute de l'URSS. Bon, aujourd'hui, il y a non seulement la montée de la Chine, non seulement il y a cela, mais il y a aussi d'autres émergents qui cherchent, dans le cadre d'une recomposition de la planète, à se faire une place. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Turquie, c'est le cas de l'Iran. Je ne veux pas dire que c'est des histoires de sympathie, c'est simplement des faits. C'est-à-dire, certains cherchent à retrouver, dans la recomposition actuelle, une place plus importante que celle qu'ils occupaient il y a une cinquantaine d'années ou quelques décennies. Voilà. Je rappelle que nous recevons Gérard Chaliand, géostratège et géopolitologue, qui a notamment publié des guérillas au reflux de l'Occident récemment. Intéressons-nous à présent à la guerre contre le terrorisme. En parallèle, vous vous êtes rendu à plusieurs reprises en Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir contre les Américains et ce que vous appelez une non-victoire. Dans votre récent livre, vous parlez de guerre révolutionnaire. Alors, comment expliquer cet échec de la première armée du monde? Pouvons-nous toujours exporter la démocratie en Afghanistan et dans d'autres États? D'abord, l'idée d'exporter la démocratie, c'est-à-dire de faire ce que les Américains appellent nation building, bon, c'est pas sérieux. Je veux dire, ça, ce sont des choses qui sont internes. On peut être aidé quelque peu si on en a le désir, mais si la tradition qui fait, qui a son poids, continue de peser, on ne devient pas démocratique sous prétexte qu'on vous offre la possibilité de la démocratie. Dans la pratique, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont effectivement gagné la première bataille, celle de 2001-2002. Les talibans ont été absolument vaincus, ils ont évacué en direction du Pakistan et grosso modo en 2002-2003 la victoire paraissait acquise en principe. D'ailleurs, n'était véritablement, sécurisée que Kaboul et les alentours. On cherchait M. Ben Laden, on cherchait le Mollah Omar, il y avait très peu de troupes occidentales sur le terrain, et puis surtout les néoconservateurs qui étaient la force montante aux États-Unis et qui s'étaient imposés auprès de George W. Bush, avaient pour but l'Irak. La seule préoccupation durant l'année 2002 a été pour les États-Unis, avec l'appui de la Grande-Bretagne de l'époque, de préparer les conditions psychologiques pour se débarrasser de Saddam Hussein, qui effectivement ne jouissait pas partout de sympathie. Au contraire, il s'agissait de transformer le Grand Moyen-Orient selon la volonté des États-Unis, et de faire, à partir de la conquête de l'Irak, l'exemple qu'on pouvait avoir un autre type de régime, exemple qui aurait été très important pour les pays avoisinants. Bon, ça de ce côté-là, la première bataille a été positive. D'ailleurs, il faut signaler que 91 est l'unique victoire américaine militaire depuis la guerre du Vietnam, c'est-à-dire depuis 1955, car depuis 1955, les États-Unis sont partie prenante au Vietnam. Ils vont intervenir en force en 65, en 73, ils vont partir dans des conditions plus que médiocres, et en 75, leur adversaire, les Nord-Vietnamiens, vont s'emparer de Saigon. C'est donc un fiasco. Ça a créé ce qu'on appelle le syndrome vietnamien, dont d'ailleurs le président George Bush, le père, va déclarer en 1991 « America is back », ce qui voulait dire « bon, on est sorti du syndrome vietnamien, on est les vainqueurs ». Ça ne va pas durer longtemps,
2 ans après, la situation devient extrêmement mauvaise en Irak. Il y a des formes de guérilla qui se manifestent. Il y a le scandale de la prison d'Abu Ghraib avec ses photos obscènes qui se promènent de par le monde et qui montrent que la démocratie offerte par les supplétifs mercenaires américains, c'est pas très joli. Et rapidement, la situation va se détériorer et en définitive, lorsque les États-Unis quittent l'Irak, en gros, vers 2013, c'est un fiasco. Donc l'Irak a été le prix, entre autres, le dommage collatéral de la guerre d'Afghanistan. En Afghanistan proprement dit, très rapidement, il y a eu au pouvoir un gouvernement corrompu. D'accord, je veux dire que c'est pas très original d'être corrompu, mais en fin de compte, est-ce que c'est un gouvernement corrompu qui va quand même faire quelque chose à la campagne, c'est-à-dire pour 85% de la population ou non? Dans la pratique, alors là, moi je l'ai parcouru avec mes élèves à l'époque, je suis pas le seul d'ailleurs, les provinces, et des années et des années après, que ce soit en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, etc., il n'y avait rien qui n'avait été fait dans les campagnes où on manquait d'eau, on manquait de puits, on manquait de médecins, enfin d'infirmières, on manquait souvent même d'écoles. Bref, on avait beaucoup promis de choses et dans la pratique, ce que les gens découvraient, c'est qu'il y avait dans la capitale un gouvernement appuyé par l'étranger, notoirement incompétent, notoirement corrompu, notoirement impopulaire. Et ça permettait aux talibans de gagner auprès d'une population dont ils parlaient la langue, dont ils partageaient nombre de traditions, particulièrement à la campagne, même si ces traditions étaient conservatrices, et en montrant du doigt un exemple comme celui de la population de Kaboul. Alors le fait que les femmes étaient plus libres, bon, c'est un fait, bon. Mais je veux dire, c'était pas suffisant pour convaincre une population qui était dans un état de dénuement extrêmement important et où la tradition continuait d'avoir son poids. Alors, quand les talibans arrivaient, ils rentraient dans la mosquée, ils expliquaient pourquoi nous combattons, voilà ce que nous sommes. Ils décernaient la justice de façon rapide et dans les normes habituelles. Et de cette façon-là, d'une troupe qui était au démarrage d'une remarquable médiocrité organisationnelle, avec l'aide des Pakistanais, ils ont commencé à savoir comment on fait, l'implantation auprès d'une population, ce qui fait que on a l'impression que le territoire il est contrôlé par l'État de jour, mais que dans la pratique, c'est au contraire les révolutionnaires qui, le soir ou clandestinement, contrôlent non pas le territoire, ils contrôlent la population, ce qui est la chose qui compte le plus. C'est-à-dire qu'avec l'aide des Pakistanais, ils ont volage-nolage pratiqué une sorte de guerre révolutionnaire. Ils sont devenus beaucoup plus populaires qu'on ne l'a dit. Et s'ils étaient effectivement très mal vus en ville, et particulièrement à Kaboul, dans les campagnes, c'était pas le cas. Donc, les Américains n'ont pas compris cela. Leurs troupes, pour ne pas perdre d'hommes, commettaient des dégâts collatéraux qui n'étaient pas collatéraux du tout, c'est-à-dire qu'on préférait bombarder au cas où il y avait un rassemblement qui paraissait louche, plutôt que de chercher la confrontation sur le terrain en bas. Comme ça, les Américains, en définitive, en 20 ans de guerre, n'ont jamais perdu que 2500 soldats, c'est-à-dire que chaque année, ils ont perdu 125 hommes. De qui se moque-t-on quand on dit que ce pays leur a coûté trop cher, en dehors de la somme d'argent qu'ils ont distribuée et dont une partie d'ailleurs leur revenait à travers les intermédiaires dont ils usaient. Donc en d'autres termes, cette guerre était perdue au plus tard en 2011. C'est l'époque à laquelle j'ai écrit l'impasse afghane en disant bon, cette guerre est perdue. Ça a duré 10 ans de plus. Elle ne pouvait pas être gagnée. Dans ce type de guerre,
où on estime qu'il y a un fort et un faible, dans la pratique, c'est le fort qui est le faible. Pourquoi ? Parce que dans la pratique, ce faible ne peut pas encaisser de pertes, ce faible reste cantonné. Il y a un général qui avait été envoyé en 2007-2008 pour faire un rapport en disant écoutez, dans la pratique, nos forces à 90% ne sortent jamais des camps, ils mangent de la nourriture américaine, ils regardent la télé américaine. En fait égal, il leur a dit, vous êtes en transit. Voilà. Donc on ne peut pas gagner une guerre de cette façon-là sans être implanté. À la période coloniale, c'est une autre paire de manches. On restait longtemps, on savait qui était qui, on était sur le terrain, on acceptait quelques pertes également, ça faisait partie de la guerre. Non, ce qui fait, c'est passé qu'en 1991, on a inventé ce concept de la guerre zéro mort, c'est-à-dire qu'on ne veut plus mourir. Dans ces cas-là, on ne fait pas la guerre. Or, ce qui se trouve, c'est que du côté de la coalition occidentale, en 1991, il y a eu moins de 300 morts, et que pour la première fois dans la longue histoire de la guerre, on n'a pas dit qu'en face, combien on avait tué de soldats ennemis. Les services britanniques ont émis un chiffre, ils ont dit on a probablement tué 70 000 soldats. Eh bien, on ne l'a pas dit. On n'a pas dit que 300 types d'un côté et 70 000 de l'autre, parce que nos propres opinions publiques, qui psychologiquement n'encaissaient plus les pertes, pas même de l'adversaire à ce point-là, eh bien voilà, ça change psychologiquement le rapport à la guerre, ce qui fait que par exemple, quand on a aujourd'hui 5 morts, eh ben, le président de la République est obligé d'aller accueillir les cadavres dans un lieu imposant, et on va dire qu'ils ont été victimes de ceci ou de cela, comme M. Sarkozy est allé dire à Kaboul en 2008 qu'à Ousbine, nous avions été victimes d'une embuscade. Or, moi j'ai été après rencontrer les gens qui s'étaient battus à Ousbine, ils ont dit non, on est tombé dans une embuscade. C'est exact, mais enfin on a combattu, on les a eus, on a tué beaucoup de gens de l'autre côté, et en somme c'est voler notre métier que de dire que nous avons été victimes. Non, nous nous sommes battus, nous avons fait notre devoir de soldats volontaires qui nous battons pour une cause à laquelle nous croyons. Voilà. Donc, tout ça n'est pas expliqué, on est dans un magma de moralisme, etc., etc. Radio Arménie, 102.6 à Lyon, 106.1 à Vienne. Je rappelle que nous recevons Gérard Chalian, géostratège et géopolitologue. Et en parallèle, une autre guerre contre le terrorisme semble s'achever. Le 17 février, le président français Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération Barkhane au Mali, car nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait, dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. Alors quel est selon vous le bilan de cette opération, sachant que le président français récuse tout échec ? C'est un échec honorable, c'est-à-dire qu'il est parti la tête haute en ayant constaté qu'en définitive, depuis 2013, c'est-à-dire finalement depuis 8 ans, nous avons piétiné et nous n'avons rien résolu. Bon, je pense que ça nous évitera l'enlisement, comme les Américains, et qu'on n'aurait pas réussi à modifier la situation sur le terrain, pour des raisons d'ailleurs démographiques, pour des raisons aussi que nous avons été dans l'ensemble plutôt isolés. Ça aurait pu être par exemple une opération inter-européenne, ça l'a à peine été, on a eu quelques États qui ont un peu collaboré avec quelques centaines d'hommes, mais enfin pour l'instant, pour l'essentiel, c'est pas avec 5000 soldats qu'on peut, mener une opération de ce type, et des armées qui ne sont pas animées du désir de combattre. Ça, c'est la chose principale. Si on n'a pas à ses côtés des forces armées décidées à se battre et qui croient dans le combat, on perd son temps. Et forcément, c'est en face que ça profite. Donc, je pense que c'était une décision sage. Ça masque un échec relatif. C'est pas une déconfiture comme les Américains ont réussi au terme de 20 années avec cette débandade de la faim à Kaboul.
Et dans ces conditions, comment peut-on expliquer la montée du terrorisme en Europe? De quelle manière faut-il percevoir nos réactions face à cette technique qui vise à tuer un pour être vu de 1000? Le terrorisme est-il un danger pour la pérennité de nos modèles et de nos sociétés? Le terrorisme, il n'est pas fini du tout. Par exemple, l'opération qui a été menée contre la prison tenue par les Kurdes, où il y a eu la libération d'un certain nombre de prisonniers, etc., au prix d'une opération qui a coûté très peu d'hommes aux forces contestatrices. C'est un succès pour les terroristes, comme on dit, enfin pour les forces qui sont opposées à notre hégémonie. Donc c'est pas du tout fini, et l'idéologie n'est pas morte, elle continue d'avoir des adeptes. Ça a été une erreur, à mon avis, de laisser la situation se détériorer sur le terrain syrien sous prétexte que nous en voulions à M. Bachar el-Assad, qui lui ne voulait pas l'extinction et la chute de l'Occident, histoire de ne pas paraître, comment dirais-je, le conforter. On a hésité à frapper, ou on n'a pas frappé du tout, sur des forces qui étaient parfaitement visibles dans le semi-désert syro-irakien, quand elles se déplacent du nord vers le sud, vers Mossoul, etc. On n'a rien fait du tout, et on a laissé un califat s'installer avec un appel d'air fantastique. Il y a 30 ou 40 000 volontaires qui sont allés renforcer. C'est-à-dire, c'est une erreur de laisser l'autre partie avoir des succès militaires. Une erreur absolue. C'est-à-dire que c'est enthousiasmant pour des pseudo-révolutionnaires de se dire que la victoire est au bout du fusil, et à l'inverse, si à chaque fois qu'il y a une tentative, elle est en définitive écrasée, c'est ça qui vous fait hésiter à vous engager dans l'affaire. Donc de ce point de vue-là, on a été mauvais. Les Russes ont été bien meilleurs. Eux, ils frappaient sur les forces d'opposition et pas seulement sur celles qui se réclamaient d'Al-Qaïda ou du califat. Et la spirale, disons, terroriste va continuer. Ceci dit, ajoutons une chose, comme perturbateurs, ils ont été très bons, mais pour ce qui est de construire quelque chose quand ils arrivent à s'emparer d'un État, alors là, je demande à voir. On va voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire, par exemple, en Afghanistan. Pour l'essentiel, c'est nul. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de l'humiliation, c'est oui ou non, est-ce que vous faites de la croissance économique? Bon, la croissance économique, les Chinois l'ont faite. La croissance économique, les Vietnamiens en font, et les Algériens, rien du tout. Donc, en d'autres termes, c'est pas tout d'arracher l'indépendance, il faut encore pouvoir la transformer en quelque chose de dynamique sur le plan économique. Il faut pouvoir améliorer la situation de la population, et on ne peut pas l'améliorer uniquement en ayant une augmentation démographique et rien d'autre. Et pour revenir au Mali et à la situation en Afrique, les Russes étendent leur influence avec les troupes Wagner au Mali et en Centrafrique, et des campagnes de désinformation numérique anti-française. La Turquie d'Erdogan s'investit récemment au Sénégal, en Guinée-Bissau et en République démocratique du Congo avec des accords économiques et militaires. Quel est le but d'Erdogan, sans oublier la Chine? Quel avenir pour les régimes africains? Doit-on s'attendre à une zone de conflit entre puissances étrangères ou à des modèles plus démocratiques en Afrique? Bon, d'abord, l'Afrique n'appartient pas, comment dirais-je, à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a eu une France-Afrique qui a perduré pendant plus d'un demi-siècle grâce à la corruption. Bon, que les Chinois s'en mêlent, que les Turcs s'en mêlent, etc. Bon, rien d'anormal. Ce qui, par contre, dans le cas d'Erdogan est intéressant, c'est que ce dirigeant prétend à la fois appartenir à l'OTAN, tout en tirant un certain nombre de bénéfices du fait qu'il est membre, et en même temps de pratiquer une politique complètement indépendante visant à installer la Turquie comme le champion des États sunnites. Il est d'ailleurs conforté par le Qatar, par, comme dirais-je, les
partie des islamistes, et il a marqué des points en Libye, il a marqué des points par rapport à Chypre, il veut s'imposer sur la Méditerranée orientale, il a conforté son allié azerbaïdjanais pour le Haut-Karabakh, etc. C'est-à-dire il vise à assumer en quelque sorte l'héritage de l'Empire ottoman, au sens où cet empire avait une influence considérable, avec une ère de domination directe ou indirecte très forte. Il est par exemple présent en Albanie, il est présent au Kosovo, il est présent dans les zones musulmanes des Balkans. Il prend à cet égard l'héritage ottoman. Il vient d'ailleurs symboliquement de modifier le caractère de musée de Sainte-Sophie pour le retransformer en mosquée. Mais il reprend également l'héritage des jeunes Turcs qui, eux, voulaient un pan-turquisme de la Turquie jusqu'aux abords des confins chinois, c'est-à-dire reprendre pied en Asie centrale, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan, etc. Enfin, c'est-à-dire tout ce qui est turcophone de près ou de loin, et c'est ça qu'il vise. Bon, ses intérêts donc ne sont pas les mêmes que ceux des Russes, même si sur d'autres problèmes il peut collaborer avec la Russie. Enfin, à suivre, M. Erdogan, disons, a des ambitions considérables, très au-dessus de ses moyens économiques, ça c'est son talon d'Achille. La période 2002-2013, où ça marchait formidablement du point de vue économique, est largement dépassée. Il y a maintenant presque 10 ans que sa livre est basse par rapport au dollar, que le chômage chez les jeunes est probablement d'un bon quart de la population, et pour la population globale dans les 12 à 15%. Bref, il est même, comment dirais-je, affaibli sur le plan local, puisqu'il a perdu la mairie d'Istanbul, il a perdu la mairie d'Ankara, il a perdu la mairie d'un certain nombre de villes importantes. Il est donc amené à faire une alliance le plus à droite possible, anti-kurde entre autres, et on va voir dans la perspective 2023 son bilan. 2023, c'est le centenaire de la création de la Turquie moderne par Mustafa Kemal, traité de Lausanne, et il espère être réélu triomphalement à cause des succès extérieurs qu'il va obtenir, alors que sur le plan intérieur, la situation est d'une remarquable médiocrité. Voilà. Radio Arménie, 102.6 à Lyon, 106.1 à Vienne. Je rappelle que nous recevons Gérard Chalian, géostratège et géopolitologue. Et donc dans ce contexte de guerre régulière, il existe aussi des conflits réguliers. C'est l'exemple d'un regain de tension entre Israéliens et Palestiniens en 2021. Aujourd'hui, Amnesty dénonce un système d'apartheid en Israël qui recueille aussi les données numériques palestiniennes. Alors doit-on voir Israël comme un levier de contrôle américain et toujours la considérer comme une démocratie dans le Moyen-Orient ? Disons qu'Israël est une démocratie pour les Juifs. C'est indiscutable ce que je viens de dire là. Israël est une démocratie pour les Juifs. Pour le reste, oui, effectivement, on est dans un État qui ressemble beaucoup à un État de type apartheid. Voilà. C'est la conséquence de l'occupation, c'est la conséquence du fait qu'ils ne se sont pas débarrassés au terme de la dernière victoire de l'ensemble des Palestiniens en les expulsant vers la Transjordanie. Bon, ça les regarde. C'est une erreur que les partis qui n'étaient pas le Likoud ont commise et que le Likoud, lui, n'aurait pas commis. Ceci dit, bon, c'est pour un Palestinien, on est dans une ambiance odieuse. Et ailleurs, dans le Caucase du Sud, une autre guerre régulière, celle du Haut-Karabakh,
s'achevait en novembre 2020 par une défaite arménienne. Selon vous, comment expliquer les raisons de cet échec militaire et l'absence de l'aide militaire russe? Est-ce une question de discernement ou plutôt de capacité militaire et économique? Non, c'est une question de lucidité, d'absence de lucidité politique des Arméniens. Ils ont considéré que la situation était gelée et ils se sont imaginés que les Russes ne permettraient pas le moindre changement. C'était une erreur. M. Pachinian s'écartait de son unique, protecteur, qui est M. Poutine. Il s'en écartait et il était en train de s'ouvrir vers les Occidentaux qui, entre parenthèses, n'ont que des bonnes paroles à vendre, mais jamais d'actes. Quand nous, Européens, nous disons quelque chose est inadmissible, c'est que nous l'avons déjà admis. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est pas tout de dire des choses agréables à entendre. Il faut voir qu'est-ce que vous faites. C'est pas vos déclarations qui comptent, mais vos actes. Bon, donc les Arméniens se sont raconté des salades sur le fait qu'ils pouvaient continuer à posséder des territoires qui étaient notoirement azerbaïdjanais. Je ne parle pas du Kalawar proprement dit, c'est-à-dire tout autour, et que la situation était gelée, comme si elle a été gelée pour toujours, et alors qu'en face, il avait un adversaire plus riche en hydrocarbures, plus nombreux du point de vue population, et qui de surcroît était aidé par la Turquie, et qui était en plus l'allié d'Israël, parce que les Israéliens trouvaient commode d'avoir une tête de pont contre l'Iran au nord de l'Iran. Bref, tout un tas de facteurs dont il faut mesurer l'importance, alors que se mettaient plein les poches des gens comme les deux dirigeants précédents. Le seul dirigeant à cet égard qui avait été lucide, Der Petrosian, en 2008, avait dit il faut rendre du territoire et trouver un modus vivendi avec nos voisins pour être accepté. Bon, on ne l'a pas fait, erreur, sous prétexte qu'on avait versé du sang. C'est normal, quand on fait la guerre, on verse du sang. Et ce qu'on a gagné, c'est pas pour toujours, si on n'est pas capable d'avoir la force de le conserver. Or, les Arméniens n'avaient pas la force pour le conserver, ils comptaient surtout sur leur protecteur. Le protecteur, voyant que M. Pachinian, qui, soit dit par parenthèse, un politicien de province, qui a eu le culot de dire au 4e ou au 5e jour de la guerre qu'il n'y avait rien à négocier, ce qui prouve bien que c'est un crétin, ils ont laissé les Arméniens se débrouiller, faisant bien la preuve que, bon voilà, c'est tout, vous parlez beaucoup, mais vous n'êtes pas capable de défendre ce que vous prétendez, pour la bonne raison que vous n'avez rien fait entre-temps pour vous y préparer. Dans la pratique, les Russes ont agi à minuit moins 10, au moment où les Azerbaïdjanais auraient véritablement gagné. Mais ils ne tenaient pas à ce que les Azerbaïdjanais l'emportent complètement. Sans ça, ils n'auraient pas pu les tenir. Bon, les Arméniens ont perdu. Ils avaient perdu la guerre le premier jour de la guerre. C'est-à-dire que c'est une erreur complète d'appréciation, un manque, de sens de l'État qui est leur faiblesse majeure. Et aujourd'hui, ils sont un État à peine souverain et risquent de se transformer en muséum. Voilà. Je vous remercie, Gérard Chalian. Je rappelle que vous êtes géostratège, géopolitologue. Vous avez notamment publié des guérillas au reflux de l'Occident. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. La Grande Bibliothèque, présentée par Narek.